comment dire, une boîte à lettres où les gens venaient, rentraient pour utiliser les salles, mais sans vie vraiment associative. Donc on est venu, ils nous ont demandé, donc on est venu ici, et je dirais qu'en contrepartie, ils nous ont demandé aussi d'organiser organiser ensemble des rencontres associatives. Donc il y en a en général 4 ou 5 par an, 2 organisées par l'ONSJC et 2 ou 3 organisées par la Maison des associations. Donc on alterne, une fois c'est eux, une fois c'est nous. Et donc on a déjà fait une première rencontre où on a présenté l'ONSJC. Une deuxième rencontre, c'était gestion de projet. Donc pour toutes les personnes qui avaient un projet, ce n'était pas forcément un projet associatif, ça pouvait être un projet d'entreprise. Après, le sport, une rencontre, le sport pour tous, sport et santé, culture pour tous, ça c'est ce qu'a organisé l'ONSJC. Et là aujourd'hui, on a choisi l'économie sociale et solidaire, parce que tout ce qui est association fait partie de ce milieu-là. Donc là, je m'adresse à des gens qui le savent, puisqu'ils sont dans ce milieu-là, mais malheureusement, le public lambda a du mal à venir à nos rencontres parce que voilà, comme d'habitude, le public lambda n'a pas forcément conscience de ce qu'il vit et de ce qu'est une association. On l'utilise, mais on ne sait pas forcément tout ce qu'elle apporte au niveau économique et au niveau de son importance. Qu'est-ce que l'on peut dire aussi? Donc, outre les rencontres organisées par la Maison des associations, il y avait une sur le patrimoine, une sur ensemble les intergénérations, les seniors. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais je ne me souviens plus quand j'ai participé à certaines. Donc, voilà, les thèmes différents qui se passent. Donc, toutes les associations sont invitées par l'ONSJC. Donc, l'ONSJC, c'est donc une fédération d'associations. En principe, les personnes individuelles ne sont pas adhérentes à l'ONSJC. Ce sont des associations qui adhèrent à l'ONSJC. En contrepartie, donc cette adhésion donne droit à des services, bien sûr, on n'adhère pas avec plaisir. On donne droit de service donc, de photocopie, de création de sites pour les personnes qui sont intéressées, de prêts de minibus que l'on a. On a 2 minibus que l'on peut prêter à des associations qui veulent se déplacer lorsqu'ils sont 6-7 personnes à vouloir aller à un endroit et qui ont besoin d'un véhicule. Création du site, le système de bourse bénévole. Bourse bénévole a été aussi le site a été créé par l'ONSJC à la demande de la mairie qui voulait mettre en contact des particuliers de Bourges, enfin Bourges et environ, en lien avec des associations qui, elles, ont besoin ponctuellement, éventuellement, de quelqu'un pour les aider pour une animation. Et ce service de bourse bénévole fonctionne depuis un peu plus d'1 an maintenant. Est-ce que vous avez des bons retours justement sur le site? Est-ce que ça fonctionne? Alors, ça fonctionne. Il y a une quinzaine d'associations qui ont demandé des services et environ 70 personnes qui se sont inscrites. Alors après, les gens peuvent répondre non au service que l'on demande, puisque les critères, ensuite, lorsqu'il y a une demande, donc l'association fait sa demande à Bourges bénévole. Stéphanie, donc notre secrétaire, regarde la demande, voit quels sont éventuellement les bénévoles qui pourraient correspondre, parce que si par exemple, dans sa fiche, le bénévole a noté qu'il peut noter qu'il peut le soir, le midi, enfin l'après-midi, pas pendant les vacances, les week-ends, pas pendant les week-ends, enfin bref, il y a tout plein de critères de ce style, c'est disponibilité. Si la demande c'est j'ai besoin de quelqu'un un dimanche, puis que la personne a dit moi je peux pas le dimanche, bon ben, on va pas la contacter. Mais donc on contacte les personnes et après c'est le bénévole qui contacte l'association pour se mettre en rapport et ils décident entre eux de comment ils vont travailler ensemble.
enfin, comment ils vont agir ensemble, travailler, je ne sais pas si c'est le terme. Par rapport à ça, donc moi, bonjour Clément de l'Épicerie Solidaire. Nous, on a quelques bénévoles qui sont venus par ce biais. Voilà. C'est positif. C'est... Par contre, je suis en train d'y penser, on a un peu moins de demandes en ce moment. Donc est-ce que ça peut peut-être dire qu'il faut peut-être faire une actualisation, recontacter votre secrétaire? Voilà, c'est... Je ne sais pas si c'est le hasard ou si de temps en temps il faut ressolliciter peut-être. Bah, après, il faut peut-être solliciter pour redemander. Oui. Oui, Voilà, par contre, voilà, moi je me suis présentée, mais j'ai d'accord. fait une petite gaffe, j'ai oublié de vous demander de vous présenter, excusez-moi, je suis lancée dans le lycée. Donc voilà, j'ai terminé à peu près pour les services que l'on donne, et puis voilà, après on va se présenter, donc OMSJC, et puis Patrimoine Marais, et puis Françoise Levoix aussi qui est à l'OMSJC, qui est là. Voilà. Vous commencez à présenter? Sylvie Dameron, donc je suis venue habiter à Bourges pour répondre à l'appel à projet du Bon Pasteur, où je vais faire un centre d'économie solidaire autour de l'artisanat d'art. D'accord, vous nous apporterez vos connaissances. on en a parlé. UNIRC 18. UNIRS 18, d'accord. Alors, c'est quoi, s'il vous Union plaît? nationale des indépendants et retraités du commerce. D'accord, ok. Oui, si vous utilisez des sigles, s'il vous plaît, dites-nous ce que c'est. Aurélie Mordant, je suis manager de DPO en charge de l'action sociale et de la santé. Je suis aussi vice-présidente du CCS. D'accord. Ok, donc vous représentez la mairie. Voilà. J'ai D'accord. invité, il m'avait envoyé un mail. Alors je trouve que c'était un Bonjour Annie, je te J'ai fait une à la porte. Excuse-moi. Donc Catherine Breau, je suis présidente de la Caisse solidaire. D'accord, Bourges-Nord. Oui, Bourges-Nord. D'accord. Donc Clément Brelot, directeur de l'Épicerie Solidaire. D'accord, ok. Adeline Pauline, coordinatrice du réseau d'échange réciproque de Séville de Bourges. D'accord, ok. Martine Churtandreau, je suis au réseau d'échange réciproque. J'ai différentes fonctions. Michel Bess, je suis président de l'association des jardiniers solidaires. D'accord. Alors, Lucien Pichon, je fais partie de l'épicerie solidaire du Val de Rouge. Et éventuellement, du jardinier solidaire. Nathalie de la Péroudière, présidente de l'association Ensemble de Génération, le logement intergénérationnel. Marie Desmoulins, je suis présidente de la bouquinerie associative Le Tourne-Livre. D'accord. Christelle Petit, moi je suis directrice de l'association Tivoli Initiative et administratrice des groupements Charge Univers. Je vous ai écrit plein de choses. Donc, voilà, donc on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en lien, qui connaissent l'économie sociale et solidaire. Donc ça représente différentes actions, mais puisqu'on avait demandé à Christelle Petit, qu'on a contacté en premier pour un peu présenter ce qu'était l'économie sociale et solidaire. Donc je vais lui laisser la parole, puisqu'elle a préparé tout un petit topo. Moi je m'étais préparé quelques petites notes, mais je pense que ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, je vais lui laisser la parole. Vous pouvez, c'est comme vous voulez. Alors, est-ce que vous entendez correctement? Sinon, il y a un micro. Et on vient de se présenter. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis désolée, je suis Madame Léonard Boubarin, je suis présidente du Jumeaux Ipus. Jumeaux Ipus, d'accord. Et accessoirement, je suis en licence pro gestion de la protection sociale. Et on a eu le sujet de la semaine dernière, qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire? C'est tout Dommage. Voilà, donc on va je vous laisse la place. Ouais, très rapidement, en fait, j'avais pas forcément prévu, quand j'étais là pour le collectif SSDC et l'économie sociale et solidaire. Mais deux mots sur Tivoli. Donc, je vais juste vous présenter l'association de 1901 comme vous tous là autour de la table. On travaille autour de l'habitat des jeunes. Donc, notre public, c'est plutôt un public jeune, mais aussi demandeurs d'emploi autour de l'insertion. On gère une restauration associative. Donc, j'ai repris un petit voilà. Notre site, on est derrière la gare, rue du Moulon. Voilà. Donc on a 95 logements, 120 lits que l'on gère dans le cadre d'un foyer de jeunes travailleurs.
On a un centre de formation, on est sur des formations plutôt insertion, élaborer son projet professionnel pour les demandeurs d'emploi, des visas, donc visa 3 en 1, c'est autour des savoirs de base, du numérique et des savoir-être professionnels. Voilà, en gros, sur le dispositif insertion, on travaille auprès des personnes allocataires du RSA. Alors, hors les murs, là, plutôt sur le nord et l'ouest du département, et puis à Pont-Rouge également, ça s'appelle Tremplin pour l'emploi. On a donc 2 adultes relais, Amélie de Mangeau sur le quartier nord et Soraya Aboubi sur le Val d'Oron, qui vont à la rencontre des jeunes décrocheurs, comme on dit, et par le contact, les ramènent petit à petit vers nos structures et vers les missions locales, vers les partenaires. Nous gérons une association, une restauration associative, donc qui est ouverte à tous, quoi. Voilà, il suffit d'être adhérent. On a des entreprises qui viennent. C'est très important la restauration chez nous parce que c'est le lieu de mixité. C'est là où il y a du brassage social qui se passe. C'est là où on peut animer aussi des activités avec les jeunes. Et puis, donc, à droite, le petit panneau, là, ce sont des entreprises et associations qui se sont, petites, mais qui se sont installées sur notre site, puisqu'on a des locaux assez conséquents. Et puis, donc, Cher Gemina, c'est le groupement dont je parlais, donc un groupement de coopération sociale et médico-sociale, pour l'accueil spécifiquement des jeunes mineurs non accompagnés. Voilà. Sur lequel nous avons 100 jeunes actuellement. Donc voilà, je voulais faire très simple pour Tivoli, parce que ce n'est pas l'objet premier. Moi, je suis venue vous parler économie sociale et solidaire. Voilà. Donc, pourquoi l'économie sociale et solidaire? Parce que moi, j'étais comme vous, on en parlait, j'ai vu ce que c'était. Voilà. Et puis un beau jour, avec plusieurs collègues, on s'est dit on pourrait peut-être essayer de faire quelque chose pour comprendre un peu à quoi ça sert ce truc, et qu'est-ce que c'est. Donc déjà, c'est quelque chose qui est assez cadré, hein. C'est issu de l'économie sociale, donc qui était lié à tout ce qui était activité sociale plutôt avant la guerre, on va dire. Après, économie solidaire, tout ce qui était lié plutôt à la solidarité locale, les épiceries en font partie. Et puis, tout ça, ça a cheminé au cours du XXe siècle pour aboutir au XXIe siècle à l'économie sociale et solidaire qui reprend toutes les manières d'entreprendre autour de la solidarité et autour de la société. Enfin, c'est un projet de société. Donc j'ai repris quelques slides, alors ils ne sont pas de moi, c'est de la CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui a ses bureaux donc, à Orléans, et avec qui un certain nombre d'entre nous travaillons régulièrement dans nos rencontres du collectif. Donc ce qu'il faut retenir de l'économie sociale et solidaire, ce sont des organisations qui ont différents statuts. Et donc celles qui sont reconnues aujourd'hui comme relevant de l'économie sociale et solidaire, ce sont les associations, ce sont les mutuelles, ce sont les coopératives, et il y a aussi quelques banques et fondations, donc les banques coopératives, le crédit coopératif, la caisse d'épargne fait partie également, voilà, quelques banques qui ont des fondations comme ça et qui relèvent de ce domaine-là. Ce sont, vous m'arrêtez quand vous voulez pour qu'on puisse échanger pour ces parents. Ce sont des valeurs aussi, avec l'idée d'entreprendre ensemble. Une association, c'est quoi? C'est quand même des individus qui se regroupent à un moment donné pour une cause, pour pouvoir faire quelque chose ensemble, soit répondre à un besoin du territoire, à un besoin des habitants, ou alors à une envie de créer quelque chose, de créer une activité qui manque sur un territoire, voilà, ou faire autrement. Donc c'est ce qui fonde l'économie, c'est le fait de faire ensemble. Donc comme je disais, il y a plusieurs façons de définir, donc avec l'ensemble des structures
qui le fondent, hein, donc les associations, les mutuelles, les coopératives. Donc derrière coopérative, vous avez ce qu'on dit scope ou SIC, peut-être que vous avez déjà entendu. Donc les scopes, c'est plutôt pour des reprises d'activité. Alors on les voit beaucoup quand il y a une entreprise qui est en grande difficulté, ce sont les salariés qui se créent en scope pour reprendre l'activité de leur entreprise. Voilà. Et puis il y a le pendant, la SIC. Alors les sigles exacts, je ne saurais pas trop. La société civile, je ne sais plus exactement. Les SIC, là ce ne sont pas des individus, mais ce sont plutôt des organisations qui s'associent ensemble pour. Donc c'est exactement, c'est un système coopératif. Et les contributeurs de la même façon. Bonjour. Nous sommes contributeurs de la même façon, mais sont associés différentes organisations et jusqu'aux collectivités aussi. Ça peut être des associations, ça peut être une entreprise, des associations et une entreprise, des associations, entreprises et collectivités, et voilà, il peut y avoir différentes organisations. Donc l'idée de la coopérative, c'est chacun contribue. Des coopératives, nous on travaille avec une, j'avais demandé si Olivier Cabrera pouvait venir pour présenter, il ne pouvait pas. On en a une par exemple qui s'appelle Odyssée, où là ce sont des entrepreneurs indépendants qui se sont associés autour de cette organisation. Et en fait, l'idée c'est qu'ils développent leur activité. Ils ont un bulletin de salaire qui vient de la coopérative, voilà, et ils sont salariés en fonction forcément du travail qu'ils mènent et de la manière dont ils alimentent leur compte. Voilà. Mais ils sont salariés d'une structure. Ça peut être intéressant. Ça peut être, je vais prendre un autre exemple, ça peut être intéressant. Une coopérative, par exemple, je prends l'exemple des formations, c'est un secteur qui bouge beaucoup actuellement, où la législation est vraiment très mouvante, et où on doit être dans des logiques de normes ISO, dans des démarches qualité, voilà, où un formateur tout seul, quand il doit rentrer dans cette démarche-là, c'est très très long. Quand il fait partie d'une coopérative, toute cette démarche-là, elle peut être mutualisée. Et du coup, c'est pas tout à fait pareil. Voilà, c'est un exemple. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un groupement de personnes autour de valeurs démocratiques. On verra que c'est dans le système d'organisation où cette démocratie peut s'exprimer. Et puis, c'est l'ensemble des entreprises qui ne sont pas des sociétés avec des capitaux. Enfin, voilà, chaque personne. Maintenant, il y a le label ESUS. L'entreprise peut se prévaloir d'être de l'économie sociale et solidaire en remplissant un cahier des charges et en se faisant reconnaître auprès de la CRES, la Chambre régionale de l'ESS. Donc la démarche est très peu encore faite puisque les entreprises, elles utilisent surtout leur RSE, donc responsabilité sociale et environnementale, pour se prévaloir d'avoir une démarche envers la société, plutôt que de se faire reconnaître ESUS. Bon, après, c'est pareil, hein, je vais faire. La loi, elle est de 2014, alors ça, c'est récent, hein. Ça a 5 ans quand même, mais c'est toujours très long à mettre en place. Donc cette loi du 31 juillet 2014, c'est ce qu'on appelle celle qui est dit loi Hamon, qui reprend les principes de l'ESS. Donc c'est la première fois qu'on a une véritable définition de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Donc en tant que mode d'entreprendre, c'est un modèle économique aussi, et à tous les domaines de l'activité humaine auxquels adhèrent des personnes morales de droit privé. C'est pas... Bonsoir. C'est pas une personne toute seule qui dit je suis ESS. C'est une organisation. Et donc il y a 3 grands principes. Donc un but
le but de non-lucrativité, donc ça veut dire que les bénéfices, ça veut dire qu'on ne peut pas faire des bénéfices. Et nous qui gérons des associations avec des salariés, et heureusement qu'on est un peu excédentaire de temps en temps, sinon ce serait une catastrophe. Mais ces bénéfices, elles ne sont pas partagées entre des actionnaires, elles sont réinvesties dans le projet associatif. C'est toute la différence. Voilà. Et donc, on travaille tous à une œuvre, on travaille tous à un but collectif et non pas pour des intérêts individuels. Voilà, c'est vraiment ça qui fait scission et sur lequel on doit être en accord quand on parle d'économie sociale et solidaire. Il y a la question de la gouvernance qui est importante. Donc on parle de gouvernance démocratique. Donc pour faire simple, pour visualiser, c'est qu'on est plutôt sur des gouvernances qui sont horizontales, c'est-à-dire que même si on a une assemblée générale, un conseil d'administration, un bureau, des commissions, enfin voilà, n'empêche que dans une association, en tout cas ça devrait être ainsi, on prend les décisions collectivement. Et comme de la même manière quand on a des salariés, c'est le cas dans ma structure, on est 27 salariés, il y a certaines décisions qui se prennent tous ensemble. Ce n'est pas que le conseil d'administration, et quand je dis tous ensemble, c'est conseil d'administration, salariés, et selon les thématiques, usagers. C'est ça. On fait partie d'un collectif. Alors c'est pas toujours évident, c'est facile à dire comme ça, c'est pas toujours évident à mettre en œuvre. En tout cas, c'est une pédagogie permanente pour pouvoir mettre ça. Mais la question de la démocratie, puisqu'on peut avoir des associations très autoritaires, très hiérarchisées, et où la démocratie ne s'exerce pas du tout, où c'est des présidents qui sont là depuis toujours. Donc là, se pose la question aussi du renouvellement, se pose la question de la détention du pouvoir. Donc c'est pas forcément par rapport à une entreprise lambda, des fois, voilà, ça peut poser la question de qui détient le pouvoir et comment il s'exerce. En tout cas, sur ce qui est de l'ESS, c'est clairement affiché comme étant un fonctionnement démocratique, où chacun a la possibilité de s'exprimer. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, les principes de gestion, donc les bénéfices sont consacrés à l'objet de l'association, les jeunes, la solidarité, voilà, l'hébergement aussi, de la solidarité, on a tous des objets et c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Et puis quand il y a des réserves, comme je disais tout à l'heure, ça va sur des fonds associatifs pour le projet et non pas dans les poches d'une personne ou d'un conseil d'administration. Alors la difficulté de l'ESS, je ne vais peut-être pas forcément, ça reprend un peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Ce qui est important dans l'ESS, c'est à un moment donné, c'est aussi d'avoir conscience qu'on fait partie de cette économie-là. Alors c'est pas une économie, j'ai envie de dire, dans l'économie sociale et solidaire, c'est construit en opposition avec l'économie traditionnelle. L'économie de marché, en disant il y a ceux qui font des bénéfices et ceux qui n'en font pas. Aujourd'hui, je ne dirais pas, alors il y a toujours cette opposition qui existe, on l'entend dans les discours, mais il y a quand même un travail, j'ai envie de dire, de rapprochement, on va dire entre guillemets, qui se fait, puisque tout ça aussi, c'était basé sur le fait qu'on ne se connaissait pas. Et puis sur l'histoire, à un moment donné, on a clairement dit que tout ce qui était du social et de la solidarité, c'était l'État, et tout ce qui était de l'économie et du profit, c'était l'entreprise. Donc à un moment donné, tout ça, chacun a pris son chemin. Et aujourd'hui, on voit bien avec les entreprises qui reviennent, je parlais du RSE tout à l'heure, mais pour tout ce qui est aussi les fondations qui se mettent en place, le fait que l'État et que les collectivités aient de moins en moins de moyens
Donc il y a de plus en plus de mécénat qui commencent à se mettre en place. Après, on n'a pas cette culture-là aussi. Donc on ne sait pas forcément comment aller chercher ces fonds-là. On ne sait pas encore, voilà, donc là, il y a toute une culture aussi que l'on doit travailler de part et d'autre. Chacun doit faire un pas, tout en gardant ses valeurs. Ça, là-dessus, moi, je suis très très claire. Mais il y a quand même, voilà, il y a cette prise de conscience à un moment donné qu'on est association. Si on est association, c'est pour le bien commun, l'intérêt général, et on fait partie de cette économie sociale et solidaire. Quand on a fait l'enquête, Nathalie pourrait en témoigner, les travaux, on a monté l'enquête ESS, je vous en prépare tout à l'heure. Quand on appelait des associations en disant est-ce que vous voulez bien remplir le questionnaire, et voilà. Mais non, mais moi je ne fais pas partie de l'ESS, je ne sais pas de quoi vous parlez, voilà. Quand on appelait des mairies en disant combien vous avez des associations, est-ce que vous avez des coopératives sur votre territoire, et les mairies, j'ai envie de dire, les trois quarts nous disaient non, mais nous de l'économie sociale et solidaire, on n'en a pas sur notre territoire. Ah bon, vous n'avez pas d'association? Ah bon, ça en est? Voilà. Donc ça veut dire qu'on a aussi tout un travail d'éducation et de pédagogie à faire autour de cette économie, qui n'est pas une économie parallèle, qui n'est pas une économie qui est moins intéressante qu'une autre, qui est un modèle. Et un modèle qui s'appuie sur la société, puisque l'une des valeurs, je vais dû mettre là, c'est l'humain au cœur de l'activité, au cœur de l'économie. Donc on inverse un peu la machine, on ne met plus le profit, mais on met vraiment l'humain. Et donc ça fait partie des valeurs portées profondes de l'ESS, et avec l'idée de faire société ensemble en créant nos propres activités. Donc voilà sur l'infographie, c'est ce qu'on avait fait il y a 2 ans, en demandant un peu à tous les participants de nos différents ateliers quelles étaient les valeurs de l'ESS, et du coup on avait fait une infographie. Donc voilà un peu, là c'est le schéma général, j'ai envie de dire, je ne sais pas si ça suscite des questions. Vas-y. Vous étiez positif pour l'emploi, c'est-à-dire parce que dans l'économie sociale et solidaire, il y a une force que l'on a, c'est la capacité de créativité et la capacité de s'expérimenter. Alors ça va peut-être pas me donner du job, du boulot aujourd'hui, tout de suite, maintenant, et un emploi, mais en tout cas, je sais, en tant que bénévole dans une association, que je suis capable de. Et si vous voulez, je vous ferai voir tout à l'heure, on a chiffré pour les associations qui avaient bien voulu nous donner, répondre à notre questionnaire, on a chiffré le coût du bénévolat sur notre territoire. C'est énorme, vous voyez. Et pour l'emploi, il y a aussi, moi pour gérer une structure d'insertion, heureusement qu'il y a des bénévoles, anciens chefs d'entreprise, anciens RH, qui viennent voir nos jeunes et qui nous disent, voilà, on va pouvoir nous donner des conseils, on va pouvoir. Donc c'est de la solidarité derrière. En dehors de ça, on chiffre à peu près à 10% des emplois du secteur de l'ESS au niveau national. Donc c'est pas quand même des grosses structures. Il faut bien se dire une chose, c'est que si jamais il n'y avait pas de bénévoles, la société actuellement ne pourrait pas fonctionner. Il ne faut pas l'oublier non plus. Oui, tout à fait. Et puis c'est le deuxième employeur en France. Donc là, sur les 1021, ça fait 11% de salariés qui représentent 8388 ETP temps plein. Donc là, sur les 1021, ça fait 11% de salariés qui représentent 8388 ETP temps plein. Et ce que je voulais vous dire, c'est que on a chiffré le nombre d'heures. Donc il y a 68 associations qui ont accepté de nous dire le nombre de bénévoles qu'ils avaient, le nombre d'heures qu'ils faisaient à estimer. Et donc que pour 68 associations, c'est 460 000 € d'économiser pour la société. Donc ça part un petit peu quand même. Il y a une autre donnée qui était importante. Donc
44 structures employeuses. Donc si on prend que 44 des associations, ça représente l'équivalent de l'industrie de l'armement, des emplois induits par l'industrie de l'armement sur Bourges. 894 ETP pour 900 dans l'armement à Bourges. Donc vous voyez, ça représente quand même en termes d'activité, ce qu'on n'a pas à avoir honte d'être de l'économie. Quand on parle économie, il faut aussi... il y a un certain poids, voilà. Donc voilà, je voulais juste vous faire part, c'est une enquête que l'on a menée tous ensemble en 2018. Et juste 2 mots sur le Covid. C'est intéressant, ça, tu l'es sur un site ou c'est en document numérique? Parce que c'est bien. Moi, je peux te le laisser. J'en ai un là. Et c'était ce qu'on avait présenté l'année dernière à la restitution. C'est le genre en version numérique. Ah oui, ça sera serait bien. Ça, je sais oui, comment on a l'envoyer. Parce que ça fait un support, c'est intéressant d'avoir un cas de vie. Puis au-delà de ça, c'est un support intéressant pour valoriser aussi l'action bénévole au sein des structures, regarder ce que vous apportez. Voilà, c'est bien. Alors, le collectif ESS, je me dépêche, j'ai bien conscience que je prends trop de temps. Voilà, on s'est retrouvés en 2016 à se poser des questions autour de l'ESS. Il y avait d'autres collègues qui se posaient les mêmes questions que moi, donc là je me suis dit, c'est toujours rassurant. Et puis, comme on était parti dans les villages, on avait fait le village de laïcité sur Tivoli, j'ai dit, hop, on part sur un village de l'ESS. Et là a commencé une aventure. C'était pas du tout prévu comme ça. Pour nous, on faisait le village de l'ESS pour communiquer, parce qu'on a bien conscience que les personnes ne connaissent pas, en fait, et qu'on est tous consommateurs de l'ESS sans le savoir, quelque part aussi, quand on va auprès d'un service, quand on est partie d'un bar. Et donc, l'idée, c'était de démontrer, d'avoir un temps de réflexion entre structures de l'ESS, le matin et l'après-midi, d'ouvrir sur un forum pour les habitants de Bourges. Donc c'est ce que l'on a fait et ça a tellement bien fonctionné en fait que les structures qui étaient présentes ce jour-là m'ont dit mais pourquoi on ne continue pas en fait, on vient de prendre conscience de plein de choses aujourd'hui et par contre on est encore un peu fragile quoi, on voudrait aller un peu plus loin. Donc sur 2017, on a continué la réflexion et puis au bout d'un moment, voilà, c'est bien de se réunir, d'échanger, mais il faut qu'on construise quelque chose. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Donc tout de suite, c'est la communication qui est arrivée en disant il faut qu'on communique, qu'on montre que l'économie sociale et solidaire sur notre territoire, elle a du poids pour aller voir nos élus et leur expliquer aussi. Et donc, d'où l'enquête que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc on l'a construite sur 2017, passée en 2018, et on a eu la restitution en novembre 2018 avec Michel Labervé qui a beaucoup travaillé sur les coopératives, qui est un chercheur autour de l'ESS, qui est venu nous alimenter aussi un peu intellectuellement sur ce domaine. Et puis à la suite de tous ces travaux, on était assez nombreux quand même, il y avait un certain nombre d'entre vous qui étaient présents. Et donc on a décidé à force de se dire collectif ESS 18, de dire voilà, il faut qu'on se structure. Et donc nous avons commencé en juin là, ce qu'on appelle un dispositif d'accompagnement, donc un DLA, qui est porté par la Ligue de l'enseignement. Et donc on a un accompagnateur qui, donc avec 7 structures, parce qu'il fallait qu'on soit un petit noyau, on ne pouvait pas y aller à 30, ce n'est pas travaillable. Donc on est 7 structures à travailler autour de ce dispositif d'accompagnement pour voir ce que l'on fait de toute cette synergie qui s'est mise en place et comment on structure. Parce qu'après, c'est un peu nous aussi à partir. Donc là, on espère être créateur d'emploi et d'avoir un pôle ESS dans le Cher et un permanent qui ira faire de la veille pour nous, répondre à des appels à projets, permettre à des petites associations, pourquoi pas d'avoir un permanent à un moment donné pour soulager les bénévoles, enfin voilà, mutualiser les choses. Donc on est dans toute cette logique, toute cette énergie-là.
Et donc notre prochain rendez-vous c'est le 13 novembre. Je vous ai apporté quelques documents si vous le souhaitez, si vous souhaitez participer. Et là on va être sur poser véritablement les bases d'une future organisation qui s'appellera, je ne sais pas comment, qui émergera du collectif ESS qu'on a mis en place depuis 2016. Je suis étonnée quand vous dites que les mairies ne savent pas, ne se rendent pas compte de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. C'est comme partie de l'économie, toute mairie, Oui, enfin moi je suis pas étonnée, hein. Vous savez, par rapport, les élus, ils ont plein de choses à gérer aussi, donc ils ne sont pas forcément sûrs. On est souvent attiré plus par l'économie marchande qui crée de la richesse, une certaine richesse sur le territoire. Après, la vie associative, c'est la vie associative, c'est pas de l'ESS. Oui, mais enfin, l'économie sociale et solidaire, là on parle des associations. Alors après, les associations, il y a quand même des grosses associations qui emploient du monde. Et puis, tout ce qui est économie sociale et solidaire, et tout ce qui est SCOP, et là, c'est des entreprises. Moi, je pense à 1336, dans le sud de la France, les Fralib, etc., qui a été donc créées à partir d'une entreprise qui voulait fermer et que les salariés ont repris. Enfin, moi, je suis un peu, peut-être, je connais, donc j'ai toujours l'impression quand je connais quelque chose que tout le monde doit le savoir. Mais des coopératives dans le Cher, il y en a. Les coopératives historiques, c'est les coopératives agricoles. La CUMA travaille avec nous, mais des coopératives autres, il n'y en a pas, je crois, il n'y en a pas véritablement. Donc, mais vous savez, l'année dernière, c'est une petite anecdote, mais quand on a fait la restitution en novembre l'année dernière, les élus ont joué le jeu, ils sont venus vraiment en nombre de tout, passant la mairie de Bourges, le département, la région était là, enfin franchement, la préfecture, enfin vraiment on a été étonnés que tout le monde se soit déplacé. Et à la fin, dans les discussions, beaucoup sont venus nous remercier en disant qu'ils n'avaient pas eu conscience que dans leur propre portefeuille d'élus qu'ils géraient de l'ESS. Et que ça leur avait été révélé là. Donc nous, on était super fiers parce qu'on a bien fait notre job. On s'était donné ça comme objectif et on a réussi ça. Mais je pense que, voilà, après, c'est comme tout, il faut faire de la pédagogie. Expliquer, et puis il n'y a pas de grosses ou de petites associations, il y a des entrepreneurs humains qui se lancent un défi, parce que quand on crée une association si petite qu'elle soit, et j'en ai créé un certain nombre pour savoir l'aventure que ça représente, c'est très... Vous devez savoir ce que c'est en ce moment. Voilà, c'est très excitant, c'est très motivant, c'est aussi fatigant, c'est beaucoup d'énergie, mais voilà quoi, on est dans la création d'une activité, on n'est pas forcément à se dire, voilà, on est dans le SS, on fait des trucs, ça commence à venir, mais il faut qu'on explique et qu'on dise ça. Mais pour nous, il n'y a pas de différence entre une petite association et une grosse. Si ce n'est qu'on peut être solidaire entre nous et qu'une petite association, quand elle a besoin, il faut que la grosse, qui a peut-être plus de moyens, elle puisse aussi être là. Dans le département du Cher, dans d'autres départements aussi, il y a quand même pas mal de coopératives scolaires aussi, c'est un peu ce même principe. Voilà, on mutualise quelque chose à un moment donné pour gérer un service. J'étais bavard. Là, si vous allez jusqu'au bout de nos présenter, vous auriez une association nouvelle, une fédération d'associations, une fédération d'entreprises du secteur social et solidaire. Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. Les options, c'est l'association, le groupement, la SIC. Voilà, il y a plusieurs possibilités. On n'a pas choisi le format juridique. Le 13 novembre, on va travailler sur quelles sont les bases. Qui adhère comment, quelle charte on écrit ensemble, quel type de personnes on imaginerait pour animer ce collectif. Et après, parce qu'après c'est une question juridique, là on a tout ce qu'il faut,
Et il y aura un atelier aussi sur la question du statut de la structure. Mais voilà. Donc on a travaillé le 30 septembre avec nos administrateurs, parce que moi je suis directrice, voilà, je suis permanente. La question du pouvoir, la question de la gouvernance, c'est pas à nous, c'est nos administrateurs. Donc eux, voilà, ça, comment dire, ils cheminent en même temps que nous. Voilà, il y a un groupe qui est prêt. Donc on va voir maintenant si... L'idée étant peut-être d'élargir à toutes les structures qui souhaiteraient entrer dans le dispositif. Mon rêve, c'est qu'il y ait un maximum de structures. Okay. Voilà. Représenter un collectif, ça n'a pas de sens si on est 5 sur 4000 associations. Voilà, après, quand on est... Alors, c'est quand même assez... c'est la première organisation de ce type-là qui est en train de se mettre en place en région centre. Donc on est beaucoup observé. On est beaucoup invités aussi pour faire part de notre expérience. Voilà, et on part avec 5 associations début novembre au Forum national de l'ESS à Niort pour aller justement s'enrichir de ce qui se passe ailleurs et ramener des idées sur notre territoire. Mais des idées pour le collectif et pour le territoire, pas pour nos associations. Ah, voilà, c'est aussi ça qui est important. Je ne comprends pas très bien l'intérêt de faire une association d'associations. J'arrive après. Bah, en fait, si vous voulez, là aujourd'hui, le constat ce qu'on remarque, c'est que les politiques publiques bougent beaucoup. Donc ça veut dire que nous, sur les postes de direction, on doit être sur de la veille, on doit être sur des appels à projets. Il y a des appels à projets qui nous dépassent avec des sommes colossales aujourd'hui, à aller chercher. Tout seul, on ne peut pas y aller. Voilà, donc nous aujourd'hui, le fait d'avoir travaillé en collectif comme ça, donc soit on reste en informel comme aujourd'hui, c'est confortable. Personnellement, c'est moi qui porte, mais moi je suis pas comme tout le monde. Je le fais en plus de mon travail. Donc voilà, il y a ses limites aussi à un moment donné, même si tout le monde, tout le monde aide, le jour où on fait une activité, tout le monde est là à faire l'accueil, à tout mettre en place, ça il n'y a pas de souci, on se fait confiance et les choses se font très naturellement, il n'y a aucun problème. Mais n'empêche qu'il faut quand même quelqu'un qui coordonne, qui anime, qui aille chercher les fonds pour aller à Niort début novembre, voilà. Et aujourd'hui, on est de plus en plus aussi contraint dans nos organisations et il faut qu'on aille chercher des fonds collectivement. Donc là, on a pu, grâce à cet appel à projet, grâce à notre collectif et le fait qu'on se connaisse bien, on a pu par exemple aller répondre à un appel à projet qu'on a obtenu tous ensemble là début septembre. Donc voilà, donc ça veut dire que on a quand même un gros budget là qui va arriver, qui va venir demander 6 associations. Donc voilà, donc ça c'est bien. Voilà. On parle d'évaluation. Évaluation, il faut aller savoir ce qu'on met derrière et quand c'est fait à plusieurs, c'est moins lourd que de faire tout seul. Voilà, il y a toute la veille juridique qui est très lourde aujourd'hui à faire. Voilà. Et donc il y a plein d'éléments, il y a plein d'activités à mener collectivement et ensemble. Puis ensemble, on est plus fort. C'est vrai. Il y a le dicton que je dis toujours, c'est que en réfléchissant, je me dis que je vais obligatoirement avoir besoin d'un collectif d'associations. C'est évident. Mais, après avoir posé la question. Il y a un dicton qui dit que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Ça c'est important. Ça ne sert à rien de faire les choses. Et plus longtemps. Le faire ensemble. Et c'est riche parce que vraiment on a des cultures très très différentes. Il y a des antipodes des fois. Donc tout un travail, c'est vrai, il y a tout un travail à faire si on s'enrichit mutuellement les uns les autres. Je suis désolée si j'ai trop parlé. Je pense que si les gens continuent à écouter, c'est que ça les intéresse. Qui reprend la relève? RES, épicerie solidaire. Épicerie solidaire. Vous présentez le système. Oui, rapidement, on va essayer aussi de le lever à commencer.
voir comment vous vous situez dans l'économie Ouais, sociale. tout à fait. Donc l'épicerie solidaire Bourges-Nord, on a l'habitude de dire une épicerie solidaire. On a eu le bonheur qu'il y ait une création à Bourges-Sud. On a copié. On a été beaucoup aidés par Bourges-Nord, je précise. Ah, bah, Nous voilà. sommes une petite équipe. C'est pour ça là. Donc nous, on est une association qui existe depuis plus de 10 ans, qui a été créée en 2007 avec une mise en application en 2008, qui a pour but d'aider les familles du quartier Nord à travers le soutien alimentaire. Les familles vont avoir accès à des produits alimentaires d'hygiène à des petits prix, environ 25% du prix du commerce. Donc un produit qui coûte 2 €, il coûte 50 centimes chez nous. Dans le but de pouvoir financer un projet élaboré par l'assistance sociale. Donc venir à l'épicerie va permettre de financer ce projet. Un projet, on va appeler, c'est souvent autour du mobilier, une famille qui veut acheter un frigo, une machine à laver. Mais ça peut être autour d'une formation, notamment le permis de conduire, autour de projets, alors ça on aime bien, mais c'est plus rare, de vacances, de colonies de vacances. Malheureusement, il y a de plus en plus, c'est une donnée budgétaire. On vient pour financer une dette, un découvert bancaire, résorber un découvert bancaire, payer la facture de gaz. Donc l'épicerie va dans tous les cas permettre, pendant une période généralement qui va autour d'1 an, pour l'inscription sur de 4 mois à 1 an, plus généralement 1 an, va permettre de financer ce projet, mais bien sûr plein d'autres choses à côté. Le retour des assistantes sociales et que pendant leur période à l'épicerie solidaire, ils viennent beaucoup moins les solliciter. Justement dans le paiement des factures, des cantines scolaires, tout ça. Ils viennent moins les solliciter sur le droit commun. Comme j'ai dit, voilà, l'épicerie l'aide alimentaire est un moyen, pas une finalité, puisqu'il va permettre de remplir plusieurs objectifs. Je vous ai parlé des économies réalisées, mais on est aussi sur un objectif de santé, à travers l'accès à des produits alimentaires équilibrés et variés. Donc on va avoir une famille, en venant à l'épicerie, va pouvoir accéder à tous les produits de base, aux grands éléments des familles alimentaires. On a quasiment tous les produits, on a un stand très important de fruits et légumes, accès à la viande, du poisson, aux féculents, au laitage. Le troisième objectif, c'est le transfert d'informations, puisqu'on organise de nombreux temps forts collectifs, des actions collectives sous forme d'ateliers avec un partenaire. Et aussi, le partenariat, c'est quelque chose d'important de l'économie sociale et solidaire. Beaucoup d'informations sur le droit commun, autour avec les interventions de la CAF, de la sécurité sociale, d'autres acteurs sur les économies d'énergie, sur la gestion budgétaire, sur la santé, notamment à travers une grosse action avec la parentalité. Oui. Et deux de mes collègues du réseau d'échange de savoir interviennent à travers l'axe Rivage, que vous allez vous présenter après. Donc là, ils se présenteront Rivage, travail sur la parentalité, et ils interviennent deux fois par mois à l'épicerie sous forme d'atelier. Et Martine, ici présente, elle a fait une permanence une fois par semaine à l'épicerie pour relayer les informations du quartier et aussi être à l'écoute des familles en difficulté. Donc le transfert, on fait aussi, on anime un atelier cuisine en interne pour reprendre un peu tous ces objectifs. Et le dernier objectif, c'est le lien social, qui est un peu le fil rouge de toutes nos activités, puisque venir à l'épicerie est parfois un prétexte. On vient pour un bonjour, un sourire, un merci, voir des autres personnes, parler le français pour les non-francophones. Et donc c'est un lieu de vie, je vous invite tous à venir, vous serez les bienvenus, même si je partirai peut-être pas beaucoup de temps à vous consacrer, mais c'est pas grave, je vous accueillerai toujours. C'est très très vivant. On a des passages à 80-100 familles par jour sur 2 heures. Ouais, c'est une grosse entreprise. Des paniers énormes, il y a beaucoup de flux dans tous les sens, humains, alimentaires, marchandises et financiers.
ce pourquoi on intègre pleinement l'économie sociale et solidaire. Honnêtement, il y a 2-3 ans, vous m'auriez parlé d'économie sociale et solidaire. Oui, je connaissais de loin, mais on était plutôt dans le monde associatif. Et je me souviens, c'est Catherine qui avait provoqué la présidente. Quand on avait rédigé quand ils ont rédigé, même si j'ai accompagné un petit peu le projet associatif, je lui avais mis qu'on faisait partie de l'économie sociale et solidaire. Au conseil d'administration, il y a des gens qui ont posé des questions quand même. J'avais dû argumenter sans trop savoir. J'avais essayé de soutenir la position, et puis aujourd'hui, elle est plus que valable. Par le statut, on est associatif, donc déjà il n'y a pas de débat. Employeur, donc ça renforce encore plus. Par l'objet social, on aide un soutien 353 000 par mois, plus de 600 dans l'année, plus de 2500 individus. Donc on soutient alimentairement, économiquement, moralement, au niveau de la santé. Donc voilà, il y a pareil, j'ai envie de dire pas de débat. Bon, j'exagère un peu. T'as pas d'actionnaire? Au niveau de la lucrativité, bien sûr qu'on a du profit, mais il est toujours réinjecté dans l'outil de travail. Ça soit à travers l'amélioration des locaux, du matériel, d'une politique salariale, même si on n'est que 3 salariés actuellement. Par contre, on est à 90 bénévoles. Donc le débat qu'on a eu tout à l'heure, oui, le bénévolat est très important, mais il s'avère qu'aujourd'hui ça devient difficile. Donc on est en pleine réflexion pour soutenir, renforcer l'équipe salariée, puisque l'évolution de notre structure fait que le bénévolat a ses limites, notamment sur la continuité. Oui, l'action bénévole est formidable, notamment pour animer les séquences de vente, elles savent très bien faire. Par contre, pour certaines missions, ça devient plus difficile. Notamment administrative, notamment la gestion des marchandises, la coordination, on connaît. Donc, mais on a une vocation à employer. L'autre critère très important de l'économie sociale et solidaire, la démocratie. Donc je ne vais pas vous dire qu'on est antidémocratique, on remplit ce critère. Malgré tout, je pense que c'est le plus difficile. Je pense que c'est difficile, c'est du débat, c'est la place comme les prises de décision, où elle se fait, le pouvoir. Et donc c'est... Comment ? Toute la gouvernance, comment on anime la gouvernance. Est-ce que le modèle associatif de 1901 était toujours adapté ? Justement, parce qu'on a des associations qui emploient, pas toutes, mais donc il y a ça, il y a les évolutions. Donc c'est compliqué. Notamment aussi, il y a le principe, un vieux principe de l'économie sociale et solidaire, c'est chacun un usager, ou comment on pourrait appeler ça, a un droit de vote. Une personne a un droit de vote. La double qualité, c'est ça. Est-ce que toutes les structures remplissent ce critère? Je ne suis pas sûr. Donc comment donner la place, notamment à nos usagers, dans notre modèle de gouvernance. Donc il y a plein de questions qui peuvent, peut-être c'est dans le collectif aussi, qui pourrait réfléchir ensemble aussi sur les modes de gouvernance, qui est à mon sens aujourd'hui le plus difficile. On a les problèmes des conseils d'administration vieillissants, des présidences, où il y a plus grand monde qui veulent s'engager. Il y a pas mal de problématiques à ce niveau-là. Et puis le rapport entre salariés et bénévoles. Salariés bénévoles, direction bénévole. Voilà. Pour moi, c'est l'enjeu le plus important. Le reste, j'ai envie de dire, on sait faire globalement. On a tous nos compétences, nos savoir-faire dans nos domaines respectifs. Ça n'empêche pas qu'il y ait des voies d'amélioration. Mais je pense que la gouvernance et la démocratie est peut-être le plus difficile à mettre en place, en sachant qu'on a quand même valeur d'exemple. On n'est pas là pour concurrencer le monde marchand, on n'arrivera pas, je pense pas, pas aujourd'hui. Mais on est là, je pense, pour montrer l'exemple, montrer qu'on peut faire de l'économie en mettant l'homme au centre, tout en fonctionnant, tout en étant efficace. Montrer qu'on peut être démocratique au travail en étant efficace. Mais c'est difficile comme idée sur les valeurs démocratiques. Mais il faut qu'on le fasse parce qu'on est l'exemple, le modèle à suivre. Voilà, je pense que j'ai à peu près dit
ce que je voulais vous dire. Oui, je vous écoute. Excusez-moi, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, je suis solidaire. Est-ce qu'il faut remplir certaines conditions pour avoir le droit de s'approvisionner là, ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Alors, la première condition, il faut habiter les quartiers nord, pour nous. Je pense que vous, c'est les quartiers sud. Le quartier nord, c'est un quartier prioritaire de la ville. Mais quelqu'un qui aurait besoin, qui n'habiterait pas là, qui n'habiterait pas le quartier nord, qui irait, est-ce qu'il serait reçu? Alors justement, non, parce que vous avez dit que c'était un critère. C'est l'assistance sociale. Après, il y a des cas par cas, je ne vais pas vous cacher. Mais malgré tout, non, c'est un critère. On a décidé ça parce que ça fait déjà 10 000 habitants dans le quartier nord, avec beaucoup de difficultés sociales. Et on voulait rester ancré quand même, quand je dis localement, être un acteur du quartier. On ne peut pas accueillir tout le monde. D'où, quand on a su qu'il y avait Bourges Sud, on était ravis. Il y a d'autres, les épiceries sociales ou solidaires. Alors, sur la définition, c'est pas très clair, mais, parce qu'il n'y a pas de définition officielle, contrairement à l'ESS. Les épiceries sociales seraient peut-être plus gérées par les CCS, les municipalités, et solidaires plutôt dans le monde associatif. Mais c'est pas forcément grave. C'est Vierzon qui a l'épicerie solidaire. Ouais, beaucoup d'épiceries sont gérées par ce qu'on appelle les CCS. Il y a les épiceries participatives. Il y a d'autres critères. Alors, le premier critère chez le quartier, c'est le nôtre. Ça, c'est interne. Le deuxième, non, c'est l'assistante sociale qui détermine. On n'a pas de critères financiers. Mais il faut que l'assistante sociale ait un projet. Oui. Donc, on travaille toujours par orientation d'un travailleur assistante sociale. Ça peut être aussi un travailleur social, associatif ou autre. Oui, pourquoi? Parce que ça serait... on peut... donc, le travailleur social détermine le projet. Et puis c'est lui qui va quand même juger par rapport à cette situation. Nous, on ne pourrait pas, à part si on aurait un travailleur social interne. Mais en même temps, c'est le travail des assistantes sociales. Je vous mets en défi de recevoir quelqu'un et de lui dire non. Moi, j'en suis incapable, en tout cas. Clément, oui. l'ADA, par exemple, c'est quoi? C'est une épicerie comment? L'ADA, c'est une épicerie participative, par la différence. Parce que... il n'y a pas la notion d'accompagnement de projet. C'est juste de l'aide alimentaire. On reçoit des usagers par les dossiers des assistantes sociales aussi. Logiquement, oui. Partout, sur prestation. Mais il n'y a pas de vocation d'accompagnement social. Nous, c'est soutien alimentaire et accompagnement social. Avec un projet. Bon, madame? Oui. Par exemple, quelqu'un qui habite, un usager qui a besoin, qui habite en centre-ville, s'il ne pourrait pas y participer. Non, c'est dur. Il y a des liens au CCS, on a une Comme 20 euros, éventuellement, on peut étudier le dossier, éventuellement. Ah, nous aussi, c'est ça. Parce que bon, ils ont énormément de monde. Oui. Nous, on a 35-36 familles jusqu'à maintenant. On a des petits locaux, mais éventuellement, Vous êtes pas ouvert de quand? février. D'accord. Donc, c'est pas par c'est nouveau. Il y a aussi une information là-dedans. Oui, Qui génère des revenus, qui est plutôt voilà, qui est plutôt facile à gérer. Quoi. Moi, je plains toujours les associations qui vivent que de subventions. Mais c'est vrai que ça nous laisse beaucoup plus de liberté dans des choix, quand je parlais de recrutement, de matériel, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention. Mais on a aussi parfois le choix d'acheter des produits, par exemple, qu'on n'a pas, on va les acheter, les vendre à prix moindre. Dans le but toujours de proposer des produits, le maximum de produits. Donc un vrai modèle économique qui n'est pas tributaire à 100% de la société. Donc le discours que les associations ou l'économie sociale et solidaire coûtent à la société est une aberration. Je pense qu'on leur apporte. On leur apporte de l'argent. Il faut savoir que si on fait un calcul, par exemple, vite fait, que les familles ont, en 2018, elles ont consommé à peu près 200 000 euros à l'épicerie solidaire pour le Nord. Ça veut dire que le reste est de l'argent qui n'a pas été, qui est parti dans la société, dans l'économie locale, puisque l'argent qui a été économisé grâce à lui a permis de payer les factures de cantine, les loyers notamment, éventuellement même les commerçants locaux. Peut-être les gens ont pu acheter des biens qu'ils n'auraient pas pu acheter. Donc finalement, on pourrait presque dire qu'on subventionne la société ou la municipalité.
Bien sûr. Trop fort. Excusez-moi. Oui. Bonjour. Bonjour. Une question pratique et fonctionnelle. Quels sont vos sourcings dans l'approvisionnement? La banque alimentaire, essentiellement. D'accord. Où on a une participation de 22 centimes le kilo. Donc pratiquement, on va dire, on marge sur ce qu'on vend plus cher. Mais du coup, on a aussi soit des fournisseurs associatifs, on a aussi quelques commerçants locaux, de la grande distribution, on paye le prix normal. Parce que la grande distribution n'a pas le droit de vendre à un prix moindre, même à une association. Donc voilà, différents, mais le principal reste la vente alimentaire. Est-ce que vous récupérez des invendus Nous, on ne fait pas la partie collecte, justement. C'est le travail de la banque alimentaire de faire tout ce qui est collecte. Nous, on fait l'intermédiaire en fait entre la banque alimentaire et l'usager. Voilà. Et c'est la banque alimentaire qui vient livrer. Bon, on va chercher, mais ça c'est juste. Non, on a un petit camion, on n'est pas loin des 5 minutes. Oui, Nous, ça va. 150 kilos. Ça, c'est un peu. Alors ça va être difficile de passer après Clément quand même. Merci pour toutes tes explications, c'était très très intéressant. Et nous on se retrouve dans le point. Martine et moi aujourd'hui on représente le réseau d'échange réciproque de savoir. Les réseaux d'échange réciproque de savoir ont vu le jour dans les années 70 dans la banlieue parisienne à Évry. En fait, c'est une institutrice qui s'est aperçue, en faisant sa classe, que les élèves entre eux avaient des savoirs. Par exemple, Pierre ne comprenait pas son exercice de mathématiques. Et en fait, c'est Paul qui lui expliquait à côté. Et donc, elle a décidé en constatant ça, d'aller plus loin dans ces échanges de savoir et de faire prendre conscience d'un point de vue général que quand on fait la classe, bien sûr, l'enseignant transmet un savoir à l'élève, mais en fait, l'élève transmet aussi un savoir à l'enseignant. Tout ça, ça a été travaillé au fur et à mesure, et finalement, les échanges de savoir d'aujourd'hui sont nés d'un fait de... par exemple, moi, j'aime beaucoup tricoter. Je peux apprendre à Clément à tricoter un pull. Et puis Clément adore le dimanche matin tailler ses rosiers. Et il va vous apprendre à tailler les rosiers parce que vous aimeriez bien tailler les rosiers. Voilà, c'est ça le principe. Donc c'est pas un échange réciproque, un échange plutôt voilà. retourné. Voilà. On dit réciproque dans le sens où on est à la fois offreur et demandeur. Par exemple, j'apprends à Clément, Clément vous apprend, vous apprenez à monsieur derrière. Voilà. Tous les savoirs ont la même valeur. Parler anglais couramment, ça a la même valeur que faire un repas convivial sur les épices. Il n'y a pas d'échange en termes de monnaie. C'est-à-dire, moi, quand je deviens adhérent à l'association, je m'engage dans l'année à offrir un savoir et à recevoir un savoir. C'est tout. Si je veux apprendre 10 choses, je peux. Si je veux recevoir 25 choses, je peux. On ne tient pas une comptabilité en interne, si ce n'est pour avoir l'activité. Alors voilà, ça c'est vraiment fondamental de l'association, l'échange de savoir. Et il se décline dans toutes nos actions et dans tous nos pôles d'activité. On a 3 pôles d'activité. Donc le pôle vraiment échange de savoir et lien social. On a un référent et des bénévoles sur cette action. On a un pôle parentalité. Martine, si tu veux nous en dire quelques mots. Oui, donc un pôle parentalité qui s'appelle Rivage. Qui s'appelle Rivage, on est 3 salariés, une à plein temps et 2 à petit temps. Et puis, et donc on intervient près des familles de différentes façons, donc et surtout beaucoup au sein de l'épicerie solidaire, parce que c'est là qu'on a trouvé le plus de familles. Donc j'interviens, comme il disait, près des familles, d'un point de vue collectif, un échange entre parents pour discuter sur ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'on pourrait améliorer, ou juste parce qu'on a envie de s'informer, une fois par mois. On a des échanges créatifs aussi un mercredi par mois, où on confectionne des objets, que les parents et les enfants ensemble fassent des choses,
Et avec pas grand-chose, hein. Comme la dernière fois, c'était le summum, juste avec des petites cartonnettes et des petites feuilles qu'on a collées, sur les tableaux. Et puis sinon, ma collègue qui est psychologue, elle reçoit aussi des parents en individuel ou avec les enfants, ou tout est possible. Et puis on a ma collègue Claudia qui est animatrice sociale et qui peut aider les familles dans différents domaines, du quotidien aussi, emmener quelqu'un se promener, acheter du tissu, discuter avec eux. Et là encore, c'est c'est au niveau des échanges. On part toujours des savoirs, que ce soit des savoirs des parents, des savoirs des enfants. On a une action au sein d'une toute petite section dans une école. Et là encore, en fait, toute l'action, elle a été réfléchie avec les parents, bien entendu, et en partant des savoirs des parents. En leur demandant c'était quoi, par exemple, leur vision de l'école. Quand ils étaient enfants, l'école c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils apprenaient à l'école? Et construire comme ça le lien pour qu'à leur tour, ils puissent transmettre des choses à leurs enfants. Donc je vous ai parlé du pôle échange, du pôle rivage, et enfin le pôle mieux vivre ensemble au Giljon, qui comme son nom l'indique, son but c'est de favoriser les liens au sein du quartier des Giljon, mais c'est un peu restreint de le dire comme ça parce que finalement c'est au sein des quartiers nord. L'idée c'est d'être à l'écoute des habitants et de pouvoir faire émerger leurs idées de projet, leurs envies. Pour cela, notamment, on a mis en place depuis 1 an un Barnum qui est installé au niveau du centre commercial Cap Nord, à l'extérieur ou à l'intérieur en fonction du temps. C'est tout simple, on pose une table, on pose du café, et puis là on discute. En fait. On invite d'abord, tout au départ c'était inviter à vaquer les gens en leur proposant un café, et puis finalement c'est un temps d'échange convivial où là on va entendre Patrice qui nous explique que ça fait 60 ans qu'il habite dans le quartier, comment il a vu évoluer le quartier, qu'est-ce qu'il a envie pour son quartier. Et nous, en tant que permanent de l'association, on lui propose de dire tout ce qu'il vient de nous dire lors d'une réunion. Qui s'est appelé Quartier à ses talents, en proposant aux habitants, aux adhérents de l'association de venir exposer leur œuvre et d'en parler. Et surtout d'échanger leur savoir. Les politiques institutionnelles qui évoluent, voilà, c'est à nous aussi de nous adapter et puis d'aller vers un autre lieu. Si vous avez des questions. Donc, si éventuellement on peut profiter de 25 échanges et n'en redonner qu'un, moi j'en redonne un. D'accord. Mais il y en a qui veulent que donner. Ça, c'est dur de les faire recevoir. Il y en a qui veulent que recevoir et c'est aussi difficile de leur faire donner quelque chose. Mais quand même, on essaie de voir que dans l'année, il y a eu au moins un minimum d'une offre ou d'une demande. Ça dépend. On a des gros. C'est aussi difficile pour les offreurs d'être demandeurs que certains demandeurs d'être offreurs. Et puis tout au long de l'année, donc il y a les échanges de savoir individuels, collectifs, dans les 3 pôles. Il y a aussi des repas conviviaux, des cafés partagés, des sorties culturelles, des sorties nature, des marches. Tous les jours de la semaine, il y a des échanges collectifs qui sont proposés. Tout ça est mené par des bénévoles. Les salariés, ils ont des fonctions de support, des fonctions facilitateurs, d'accompagnement. Par exemple, on a mis en place des marches à la découverte des quartiers nord. Cette idée de marche, elle est née lors d'un Barnum du mercredi, d'habitants qui disaient le Moulon, moi ça fait 20 ans que j'habite au Giljon, je ne suis jamais allée au Moulon. Bon. Et donc la référente de l'époque s'est dit on va faire des marches pour faire découvrir le quartier. Ça a fonctionné, maintenant il y a 2 marches par mois. Le groupe est encore un petit peu hésitant pour se lancer tout seul et être en autonomie. Mais notre souhait, c'est dès janvier que le groupe de lui-même puisse faire une marche, etc. Voilà. C'est pour ça que les bénévoles sont importants, les salariés aussi. Je rejoins ce que tu disais sur la difficulté aussi de bénévoles salariés. C'est pas toujours facile aussi de se comprendre, d'aller à la même vitesse, d'avoir les mêmes projections. Voilà. Par contre, moi j'ai une interrogation parce que vous êtes 6 salariés, avec pas beaucoup de revenus. Non. Même 0 revenu, vous êtes doués.
Donc des soutenus. Alors je dirais quand même. Soutenu, mais attends, c'est un sacré soutien alors. Oui, on est sacrément soutenus. Oui, après, c'est un travail, je dirais, quand Christelle tout à l'heure parlait de. Mais alors, si par exemple le soutien, excuse-moi, mais si vos soutiens, eh ben, arrête. Eh ben, comment vous allez tenir le coup? Ça, c'est un travail comme presque journalier et qui devient de plus en plus difficile, en fait. Parce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place, Adultes Relais, FONGEP, Capasso, donc ils peuvent donner une visibilité. Oui, mais après, moi, Capasso, à un moment, ça se termine. Bon. C'est ça. Et là, quand ça se termine, c'est plus pareil. Ça fait 10 ans qu'on tourne comme ça. Moi, depuis que je suis au réseau, ça fait 11 ans. Là. Bah ouais. Non, mais je trouve que c'est... Et à l'inverse, nous, on est frileux. Oui, c'est ça qui est terrible. Parce que je pense qu'on aurait pu prendre plus de salariés depuis plus longtemps, mais toujours la peur de... Alors, ça... parce que tu mais moi, je crois que ce qui nous a emmenés ici aussi, c'est le manque de bénévoles. Je veux dire, avant, le manque de bénévoles vraiment actifs. Tout ce qui était fait avant par certains bénévoles qui vieillissaient en plus, on a dit il faut embaucher une coordinatrice. C'est pour ça que le poste d'Adeline est arrivé. Je veux dire, c'est parce qu'on sentait bien que c'était plus possible, qu'on n'y arrivait plus en tant que bénévole. Il y a des bénévoles qui passaient leur journée au réseau. Donc on a dit là, il faut la difficulté, c'est que je ne vois pas beaucoup de perspectives de changement de modèle économique. En fait, c'est à nous de en rentrée d'argent, on a essayé. Même, c'est pas dans votre... Non, c'est pas dans ça. Mais je pense que... Là, moi, j'ai absolument pas de réponse, mais je pense qu'il y a matière à réfléchir quand même, parce que... Comme on le disait, pour l'économie sociale et solidaire, on apporte une réponse à un territoire. Voilà, et que ça peut pas être, la réponse, elle existe pour l'épicerie solidaire, une rentrée d'argent. Il y a des associations où il y a une réponse qui peut exister. Là, je n'ai pas moi la réponse, mais elle est. Vous n'êtes pas les seuls dans ce cas de figure. Non, c'est ça. J'imagine. C'est ça. Clément, excusez-moi, la politique, quels sont les avantages quand même pour les bénévoles? L'avantage pour un bénévole, oui. Une maison d'accueil quand même. On a... C'est très divers. L'avantage pour les bénévoles, pour l'épicerie solidaire, c'est rencontrer des personnes qui n'auraient pas, dont ils n'auraient pas la possibilité de rencontrer dans la vie normale. On rencontre des personnes totalement différentes de nous, avec des familles très particulières, on rencontre des personnes très jeunes, du thé avec des petits gâteaux. Moi je pense que c'est ça, c'est parce qu'on a des personnes totalement différentes des personnes qu'on rencontre habituellement. Et ce qui est merveilleux. Parce que souvent dans les épiceries, moi je participe dans dans des associations souvent. Et il y a des bénévoles aussi qui ont des situations un peu précaires, excusez-moi le terme, parce qu'ils sont là avec leur statut n'est pas comme ça, ils n'ont pas les papiers, et puis maintenant ils courent derrière les associations pour les aider. Et ici, à chaque fois qu'ils parlent là-bas, ils paient leur transport, ils paient leur manger. Ah oui, vous voulez parler de... Non, il y a deux cas différents. Voilà, vous n'avez parlé juste de ceux qui sont dans une situation régulière, qui sont nés ici, ici. Et il y a d'autres aussi qui sont là, qui n'ont pas une situation comme ça. Et ils courent derrière les associations. Quels sont maintenant leurs avantages maintenant pour eux? Alors, par rapport à ça, je suis intéressé. Nous, on accueille quand même beaucoup de demandeurs d'asile. Oui. Donc, soit ils peuvent bénéficier de nos services parce qu'ils ont fait la demande auprès de l'assistance sociale, ça va très vite, dans les CADA notamment. En une journée, j'ai le papier. Donc, ils peuvent bénéficier d'aide alimentaire tout en étant bénévoles. C'est pas un problème. Mais j'ai envie de dire, plutôt pour ces personnes, on est vraiment une maison d'accueil. Voilà, ils ont la collection internet. S'il faut manger un petit truc, il n'y a pas de problème. Déjeuner, ils pourront déjeuner. Des amis, un cercle de bénévoles. Et voilà, moi j'ai plusieurs personnes, des frères vraiment. Voilà, on est partis, on a fait un projet la route ensemble, et on a actuellement certains demandeurs d'asile, ils sont là tous les jours. Donc ils rendent un service énorme. Et ils demandent très peu en face.
Et puis aussi... Oui, il y a 2 jours, il y en a un, il m'a demandé une pièce pour reprendre le bus. C'est très rare. Ils se débrouillent. Hein, ils vont rouler de pied, ils ont un vélo. S'ils n'ont pas du tout d'argent, moi je serais le premier à leur donner un peu à manger. Hein, suffisamment, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas monétaire le problème. Le problème, leur situation, elle est plus malheureusement aussi, c'est tellement difficile. Ils ont besoin d'avoir un contact. Et puis d'être plus un chiffre, moi, une personne humaine. Et puis on a aussi une autre catégorie de personnes qui nous aident, ce sont des bénéficiaires qui disent, ben voilà, nous, vous nous aidez énormément, nous on a envie aussi d'être bénévoles à l'épicerie. Donc on a aussi une participation de pas mal de donne du temps parce que et puis il y en a même une personne qui a mis sur son Facebook, je suis vendeuse. Vendeuse, elle n'est pas rémunérée, mais elle a eu la reconnaissance qu'elle sert à quelque chose, et c'est rigolo. Donc, et se sent utile. Et par rapport à ce que disait Adeline, par rapport au temps, oui, avant on avait des bénévoles, c'était plus simple pour moi, ils s'engageaient à venir tous les mardis, pas de problème. Aujourd'hui, parfois même en cours de vente, ils viennent une demi-heure, 1 heure, j'ai une réunion, je vais partir, il y en a un autre qui arrive, qui le remplace. C'est pire qu'au foot, quoi. C'est du changement sur changement. La question là, excusez-moi, ouais. La question. J'ai rencontré 2 ou 3 assistants sociaux, je leur ai posé la même question. Ils ont dit maintenant, bon, c'est une bonne situation. Si vous allez dans les associations des épiceries, après 5 ans, on va essayer quand même de régulariser la situation. Et du coup, j'ai eu l'opportunité, l'occasion de rencontrer aussi Madame la préfète et on a discuté ensemble. Et je lui ai posé la même question, mais elle m'a dit le contraire. Alors, je me suis dit, là, ici, bon, je pense. Ici, il y a d'autres personnes là, les assistants sociaux, ils disent une vérité, et la préfète est là, et puis moi, c'est elle la première responsable, elle dit aussi tout le contraire. Oui. Alors, vous avez raison. Moi, j'en ai fait des lettres à la préfète. J'en ai marre de mes discours, voilà, cette personne est de la société, tout ça. Je pense que ça sert à zéro. Encore aujourd'hui, j'ai fait un papier, le bénévole a eu un OQTF. Une obligation de quitter le territoire. Donc souvent, soit les travailleurs sociaux, soit parce qu'on entend dire si on est si on fait un engagement associatif, on aura plus de chances d'avoir les papiers. Je pense qu'ils viennent pour ça en premier. Mais au bout d'une journée, c'est terminé. Ils sont là pour s'occuper la plupart du temps. C'est des gens qui vont travailler dans leur pays. Donc rester oisif, c'est insupportable. Donc voilà, toutes les raisons que j'ai données. Et donc ils s'engagent dans l'association. Pas pour intérêt personnel, mais si un petit peu, mais surtout par solidarité. Mais l'argument, l'engagement associatif va donner les papiers, voilà le zéro. Surtout aujourd'hui où le climat est très très mauvais à ce niveau-là, au niveau politique national. Voilà, si on veut, si vous voulez, on pourra en échanger plus tard, on vient ici. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, vous n'êtes pas présenté du coup, vous êtes... Moi, c'est pas moi, c'est comment. Je suis vice-président de l'association guinéenne de Bouche. D'accord. Et bon, c'est le président qui reçoit le mail, actuellement, il n'y a pas tout dessus. D'accord. Et il m'a demandé de grandir l'association. Maintenant, par rapport, parce que je rencontre beaucoup des Africains et je connais beaucoup des situations. Donc, on a beaucoup de bénévoles guinéens. Oui. Donc, parce que moi, j'ai des problèmes, il y a beaucoup qui viennent et disent bon, il faut ça, et puis bon, il y a certains qui ont un problème de langage, il y a la moitié partie sont analphabètes, qui demandent toujours de toucher les bons, et de dire moi, comment je peux aider une personne. Même au sein de notre association, il y a certains qui demandent aussi, bon, à du coup, juste, c'est un statut qui est là, ce que nous avons réalisé, restons ce statut. Il y a autre chose, on ne peut pas. Pour appuyer quand même les gens sur leurs démarches administratives, là nous sommes plus qu'on ne peut pas le faire. La préfecture, on n'y va pas. C'est une association humanitaire. Nous, je pense qu'il y a une part très importante, notre responsabilité dans ce problème. Par l'aide alimentaire, puisqu'on accueille de plus en plus de demandeurs d'asile, c'est lâché par les cadres. Et aussi par la partie bénévolat, où voilà, on a permis quand même à pas mal de personnes de sortir de chez eux dans leur situation. Parce que ça n'aide pas quand même si tu as une situation, parce que même moi j'étais bénévole à la Croix-Rouge, j'étais à l'accueil migrant social. Moi je connais ce qui s'est passé quand même. Mais bon,
toujours des charges quand tu es à la rue, par des trucs comme ça, mais tu ne peux pas t'en sortir. C'est juste, il y a une limite qui est là. Et j'ai offensé quand même à rencontrer la préfecture qui m'explique très bien comment ça se passe. Les assistants sociaux souvent à la couloir. Non, ça va, après 5 ans, vous êtes régularisé. Mais j'ai rencontré la préfète, elle m'a dit le contraire. J'ai jeté comme ça, mais dit qu'elle est restée comme ça. Pas de force de sortie. Quand maintenant répondre, c'est comme ça. Et j'ai convoqué encore une réunion technique et expliqué ça au bureau. Tout le monde était là, on évoque. Après, maintenant, à l'Assemblée générale, on a évoqué. J'étais obligé de dire la vérité. Mais ça, c'est compliqué. On passe à la dernière. Alors, moi, je termine parce que je tourne le dos à tout le monde. Excuse-moi, j'ai une question à poser à Adeline, j'ai pas bien compris. Tu dis que le réseau est soutenu, mais soutenu financièrement, mais par qui? Par la mairie, par l'activité. Voilà, c'est ça. Du privé? Non. Non, c'est uniquement. Non, pas reçu. Après, malheureusement, c'est peut-être pas un objectif, mais c'est peut-être aussi, il faut peut-être pas la redonner. Mais c'est. On ne perd pas notre âme, on ne perd pas notre âme, même si je suis contre ces programmes. Oui, je pense qu'avant Bouygues, il y a d'autres. Non, mais je parlais de Bouygues, mais je pense qu'il ne faut pas avoir honte d'aller voir le privé. Mais c'est l'objectif. C'est l'argent. Non, mais c'est passionnant. Alors, je vais essayer d'être assez rapide parce que je crois qu'il y en a certains qui connaissent. On est déjà venu faire une présentation, mais peut-être 3 ou 4 personnes. Donc, je présente vite et puis après, je verrai un peu comment on rentre dans le concept économie sociale et solidaire. Mais vous verrez, on emploie ces mots dans l'explication de notre concept. Donc voilà, moi je suis mère de famille j'habite Bourges depuis 10 ans. J'ai des enfants qui sont devenus grands et qui sont partis pour faire leurs études. Et en étant étudiant, il faut se loger. Donc en cherchant pour eux, sans crever notre budget familial, surtout quand ils ont décidé d'aller à Paris ou dans les grosses villes, une grosse angoisse monte entre mon mari et moi. Et donc on est tombé sur cette association, et il y en a d'autres, mais ici dans le Cher, on est les seuls à être actifs dans le domaine du logement intergénérationnel. Nous, ce qu'on propose, on a plusieurs objectifs. On a l'objectif jeune et l'objectif senior. Donc c'est dans le domaine de l'intergénérationnel, rejoindre ces deux générations par l'habitat. Donc recréer le lien intergénérationnel en proposant à des seniors de loger des jeunes. Qui sont en formation. Alors on a quand même des critères par rapport aux jeunes, il faut qu'ils aient plus de 18 ans, qui sont en formation et qu'on permette ainsi, on suit l'association et les seniors, leurs résultats, leurs examens, il y en a qui disent qu'ils ont eu leur concours de médecine, les seniors, enfin voilà, on est vraiment dans ça. Et on aide aussi, les jeunes, ils peuvent être en apprentis, plus de 18 ans, stagiaires, ils peuvent commencer leur première année de formation de salariés où on n'a pas de base pour se loger et donc vraiment leur donner une impulsion. Voilà, donc notre objectif, vous avez bien compris, c'est d'aider les jeunes à se loger à moindre coût et surtout, je pense que ça a été le point de départ de la fondatrice Tiffaine de Pampintegno, de lutter contre l'isolement des seniors. Donc on a vraiment ces 3 objectifs, lutter contre l'isolement, le logement des étudiants et le lien intergénérationnel. Dans la société actuelle où il y a beaucoup d'individualisme et les jeunes retrouvent un lien qu'ils avaient perdu, ils ne sont pas forcément proches de leurs grands-parents. Et l'inverse, les seniors sont loin de leur famille, les enfants, maintenant, c'est assez éparpillé dans toute la France si ce n'est pas l'étranger. Donc permet d'être rassuré et d'avoir un lien avec la société actuelle au lieu de se renfermer sur soi. Donc moi je le vois vraiment tous les ans, souvent des jeunes veuves, nouvellement veuves, qui tombent un peu dans la dépression, logiquement et assez régulièrement c'est ça, et qui ont un petit sursaut en nous appelant, parce qu'il faut vraiment que ça vienne de ces personnes-là, cette demande, qu'on ne leur impose pas, et qui, en quelques semaines, avec contact avec la jeunesse, si le jeune, parce que nous, tout ce qu'on fait, c'est trouver le jeune qui rentre bien dans ce concept,
La communication passe, tout l'extérieur, les manières de voir les choses qui sont différentes, tout ça c'est passionnant et là on voit vraiment les visages et même on vient d'avoir un échange entre toutes les agences de province, même des personnes qui se redressent, le sourire qui revient, voilà. Donc nous, moi j'ai pas lancé ça en 2015 toute seule comme ça, non, cette agence fait partie d'une fédération donc, qui existe depuis 13 ans. Et donc, on a vraiment un kit pour vraiment démarrer. Si on a des soucis, des questionnements, on a beaucoup d'échanges entre nous. Enfin voilà, je ne suis pas partie de rien. C'est quand même un gros travail qui a été fait par la fondatrice. Voilà pour le point de départ. Ce qui se passe, c'est que ce qui est très important, c'est de rencontrer le jeune, de prendre le temps de le connaître. Et la même chose du côté des seniors. Notre rôle à nous, c'est d'arriver à faire coïncider les demandes de chacun. Parfois, on fait un pari, ça peut être des personnes complètement différentes, mais du coup qui s'enrichissent. On les suit pendant toute l'année. On met en place tout ce qui est administratif, du côté logement. Et on suit toute l'année, on est vraiment le référent s'il y a des soucis. Alors quand je dis année, on fonctionne année universitaire, même si ça peut être des salariés ou des stagiaires. Et voilà, donc pour moi, les seniors deviennent des amis, parce que, voilà, on a différents rôles dans l'association. Ici à Bourges, c'est une toute petite association qui a posé ses statuts à la préfecture. Donc en province, au niveau de la fédération, chaque ville où nous sommes implantés a déposé ses statuts dans la préfecture qui correspond. Et à Paris, région parisienne, c'est vraiment une association entière qui fonctionne, où toutes les villes de l'Île-de-France et Paris fonctionnent en même temps. Voilà pour l'organisation. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a plusieurs formules en fonction des besoins de chacun. Une formule gratuite pour des personnes qui ont vraiment besoin d'être rassurées et d'avoir une présence tous les soirs. Donc c'est gratuit pour le jeune, c'est quand même assez contraignant. J'avoue que dans le département du Cher et à Bourges, j'ai beaucoup de mal à développer cette formule-là. C'est dommage, mais on m'appelle toujours un peu trop tard. Les personnes âgées sont déjà trop dépendantes, donc on est vraiment là pour faire attention à ça, ce que ce ne soit pas lourd pour l'étudiant et qu'il ne remplace pas l'aide ménagère, l'aide à domicile ou l'infirmière, surtout pas. Donc on est vraiment là pour cadrer tout ça. Il y a une formule qui est une formule avec loyer, où le jeune paie un loyer pas trop conséquent, il a droit à l'APL, et ça fait un complément de revenu pour les personnes âgées. Donc là, c'est très développé dans le département. C'est ce qu'on a le plus. Et puis la formule d'un entre-deux que je trouve très intéressante, où le jeune donne quelques services, donc les seniors ont du mal, ça rejoint un peu à demander quelque chose, mais il y a vraiment des choses à pouvoir demander aux jeunes, hein, ne serait-ce que partager un repas pour échanger sur tous les sujets. Et là, le jeune ne paye que des charges et c'est vraiment très intéressant pour lui. Donc 50 à 90 € par mois. Donc là, en général, sur une vingtaine de binômes, on appelle ça des binômes chaque année, il n'y a que 4-5 formules, 2 formules avec service. Voilà. Mais dans toutes les formules, il y a cette notion d'échange. Soit ça peut être le jeune qui propose de l'aide informatique et à la personne âgée, ou des cours d'anglais pour il y a des seniors qui encore l'anglais qui ont beaucoup roulé leur boss et qui peuvent donner des cours d'anglais, donc ça peut être un échange comme ça, mais la première demande du senior et que peut apporter un jeune, c'est vraiment la conversation. Donc, des moments conviviaux autour d'un repas, c'est vraiment la base et qui fonctionne bien. Donc voilà, donc on a démarré c'est la 5e année, et donc c'est nouveau à Vierzon depuis l'année dernière, il y a Saint-Amand depuis 3 ans. On est vraiment, je veux dire, c'est pas des énormes chiffres, hein, c'est 3-4 à Vierzon, 3-4 à Saint-Amand, et le reste à Bourges, en sachant qu'à Bourges on pourrait développer beaucoup plus. Le plus compliqué, donc c'est 10-11 chaque année.
À vous, c'est combien? Comment? À vous, c'est combien? Une dizaine. On pourrait, ça pourrait être le double. Le plus compliqué, c'est d'arriver à communiquer, et qu'on est vraiment dans la communication 70% de notre temps, donc comme là, je le fais, pour rassurer, faire connaître, faire tomber les tabous sur les jeunes, véhiculés par les médias, donc voilà, les jeunes cassent tout, voilà, c'est pas du tout ça, c'est pas les 3-4 qu'on voit à la télévision le soir aux nouvelles. On a des jeunes qui sont super, qui peuvent vous aider et ont le cœur sur la main s'ils sont venus nous voir, parce qu'on a quand même quelques étapes. On fait pas ça en 5 minutes et on a pris le temps de les connaître lors d'un entretien. Donc on essaie de savoir un peu leurs attentes, on voit un peu le budget aussi, leurs projets d'avenir, d'où ils viennent, leur famille, enfin on essaie de les connaître. Alors, vous direz en 1h30 c'est un peu juste, mais on explique bien le cadre, parce qu'on vraiment on est assez, pas sévère, mais vraiment il faut qu'ils rentrent dans les clous, et dès on voit que ça ne fonctionne pas, on peut arrêter cette cohabitation. Là, moi, je viens d'arrêter d'un commun accord à Vierzon, parce que la jeune fille était un petit peu forcée par sa famille. Voilà, il faut vraiment que ça vienne du cœur. Au niveau économique... Ça veut dire que vous faites une forme de sélection de jeunes. C'est un entretien. C'est un entretien. Les jeunes se sélectionnent par eux-mêmes, c'est-à-dire que quand je les ai au téléphone, quand ils m'appellent et que j'explique le concept, il y en a d'eux-mêmes me disent que ça leur correspond pas. S'ils viennent me voir, c'est qu'ils sont déjà intéressés par ce concept. Oui, il y a quand même, il faut remplir un dossier de candidature entre guillemets, enfin il y a quand même des petites étapes, il faut vraiment qu'ils soient intéressés pour arriver jusque-là. Donc au niveau économie sociale et solidaire, donc vous voyez, formule solidaire, la formule 3, enfin on a tous ces mots-là. On est vraiment dans le social, dans le lien, dans l'économique. On fait faire des économies, puisque des solutions de logement en formule 1 gratuite ou formule 2 avec service, les jeunes ne demandent pas l'aide au logement, il n'y a pas de loyer. On fait faire des économies du coup, aux familles des deux côtés, puisqu'il y a beaucoup de problèmes de santé qui peuvent se gérer par le lien. Donc, je ne dis pas qu'à chaque fois ça règle les problèmes, mais tout ce qui est psychologique ça peut être une des solutions, le lien intergénérationnel. Et puis, les personnes âgées se sentent utiles dans la société. Donc, par ce lien social, c'est cette manière, au lieu de se dire, bon, bah, ma vie est en fin de course, je ne sers à rien. Donc, voilà. Donc ça, moi, je le vois tous les jours. Donc, comme exemple, je peux vous donner cette dame qui, dès le départ, nous a appelé, qui a 90 ans. Enfin, ça fait longtemps que je dis qu'elle a 90 ans, donc et qui ne sort plus de chez elle parce qu'elle a peur de tomber, mais qui a la conversation très facile et qui adore raconter toute son expérience de vie en Tunisie, toute sa famille dans le milieu agricole. Donc elle a aidé un jeune qui était en stage à l'INRA, et donc avec des échanges entre ses fils, elle, enfin voilà. Et c'est surtout au moment du repas. Donc là maintenant elle est un peu fatiguée, mais elle préparait les repas pour que les jeunes arrêtent de manger peu sainement. Donc elle était contente de faire ses dîners. Et elle me rappelle chaque année, parce que sa maison vide et le jeune est extrêmement bien installé. Hein, c'est pas des petites chambres, hein, ce sont de 15 mètres carrés avec sa salle de bain. Enfin, voilà, on a vraiment un espace agréable pour l'étudiant qui, je pense, travaille mieux, puisqu'il est dans un environnement oui, mais calme, agréable et confortable. Voilà. Donc bon, c'est sûr que quand on compare avec Paris, les petites chambres de bonne, voilà, on peut proposer à Paris dans des appartements des choses très... Voilà, ils ont la possibilité d'aller dans le salon, la cuisine, enfin c'est beaucoup plus vivable, enfin moi je le considère. Voilà. Donc j'essaye d'être très rapide, je m'arrête là, je ne sais pas si vous avez des questions, mais c'est moins social peut-être que vous. Parce qu'en fait, ce qui est un souci, nous, c'est qu'on n'est pas du tout formés pour toutes les jeunes, surtout des jeunes, on en a pas mal qui nous appellent, qui ont des soucis
de rupture familiale, d'emprunt. Voilà. Là, nous, on essaye de ne pas mettre ensemble deux personnes fragiles. Voilà. Donc déjà, la personne âgée est fragile, il faut que l'étudiant soit costaud pour voilà. Pour les périodes estivales, alors il n'y a pas... La période estivale, si la personne âgée le demande, je lui trouve des stagiaires. Vous arrivez à trouver du monde sur l'été. Et il y en a qui restent, parce qu'ils se sentent bien. Il y a une jeune fille qui habite à Toulouse, qui est restée tout l'été. Elle voulait un peu couper avec sa famille, prendre un peu son envol. Et elle est restée donc à Saint-Amand. Elle trouve que c'est tellement agréable. Saint-Amand, passer l'été, c'est remarquable. Alors en parlant, moi on est dans la même réflexion au niveau de la fédération il y a 60 bénévoles en tout dans toute la France. On est développé dans 23 villes en France. Et 10 salariés, et il y a quand même le questionnement dans des grosses villes, il y a quand même besoin d'avoir quelques salariés quand même, parce que c'est lourd. Voilà. Le travail de bénévole est vraiment lourd. Ici à Bourges, je porte un peu la chose toute seule, quoi. Et je fais appel à Bourges bénévole pour, par exemple, le dîner des étudiants, la fête des associations, le goûter des seniors. On essaie d'avoir quelques actions de communication. Donc là, prochainement, c'est par rapport avec la communication, mais on voudrait mettre en place, c'est fait d'ailleurs avec les pompiers, une formation intergénérationnelle au premier secours. Voilà. Là, c'est sûr que la dame de 90 ans ne viendra pas, mais il y a les plus jeunes. Et puis, au niveau culturel, on peut proposer des choses, on a besoin de bénévoles, comme probablement, on avait fait une ciné-rencontre avec le film Adopte un veuf, et témoignages, et puis écoutez, enfin, voilà, oui, voilà, c'était tout à fait à propos. Et puis là, on essaie de voir si on peut mettre en place un théâtre pour essayer de se faire connaître plus, montrer que ça existe à Bourges. Vous avez vocation à vous agrandir alors. Ah mais moi je vous dis, il y a 10 chambres de proposer à Bourges, c'est rien, quoi. Voilà, c'est rien. Et le problème il est sur les gens qui proposent un logement ou sur les jeunes? C'est sur les seniors. C'est le problème, enfin c'est un mot un peu. Il faut quand même avoir le logement adéquat. Il y a plein de personnes qui me disent qu'elles sont intéressées mais elles n'ont pas la place. Il y en a qui trouvent ça super mais elles sont en foyer logement. Voilà. Ça c'est une population qui n'est pas forcément au cœur de la communication. Comment? C'est une population qui n'est pas forcément au cœur de la communication. Alors on va soit chez elles, soit elles peuvent. On va aller chercher là où elles sont, dans les associations. Donc j'avais présenté à l'Assemblée Générale de l'UNIRC 18. On essaye de faire des choses comme ça. Je suis déjà venue déposer des petits tracts, je vais partir. Oui, mais justement, le tract, ça ne suffit pas. Oui, je sais bien. Et il y a un truc qui marche bien, c'est l'article dans les journaux que les seniors lisent. Tout ce qui est papier, c'est très important. Voilà. Non, je voulais juste, je me souviens plus parce que vous l'aviez dit quand vous étiez venu. Est-ce qu'il faut obligatoirement, est-ce que la personne âgée, dirons-nous, doit obligatoirement être propriétaire? Ah oui, alors ça c'est un sujet important, j'oublie toujours d'en parler. Le senior peut être locataire. Même chez les bailleurs sociaux, ils nous connaissent, on a une convention, et voilà, parce qu'on demande une cotisation qui n'est pas négligeable. Justement, nous, on fonctionne, on n'arrive pas salarié, ça c'est sûr, avec des cotisations qui est en fait, on fait adhérer les usagers à l'association. Donc là, gros problème de gouvernance, surtout au niveau de la fédération, parce que, par exemple, à Paris, c'est 400 binômes, voilà, donc 400 binômes, c'est x2, donc 800 personnes. Si on fait une assemblée générale, on invite tout le monde, c'est un gros problème. C'est une réflexion, on a plein dedans. Voilà. Tout le monde vient un peu. Les résidents viennent pour le c'est pas les que c'est des voitures à 1%. Donc, c'est pas facile. Donc voilà, il y a une réflexion là-dessus. Et quand un jeune ne peut pas rentrer dans ce genre d'association,
il trouve un appartement, il touche combien d'APL? Ça dépend Ça peut être en général 140 euros. 140 euros. Ça dépend des situations. Là, je parle de basique. Ça peut aller jusqu'à 250, mais... Pas pour les étudiants. Étudiants, c'est 160 max. Ouais. 250, c'est pour les personnes seules, qui sont plus forcément étudiantes, demandeurs d'emploi. Je pense qu'on n'a pas les mêmes... Non, c'est sans curiosité parce que le pasteur ils vont des logements autres. Donc je me posais la question pour les étudiants. S'ils sont en cohabitation, et stock, ça coupe en deux. Et ça dit quoi? Alors en cohabitation, voilà. J'essaie d'être rapide. Mais on peut en parler pendant une heure. Oui, s'il y a aussi peu de... Il n'y a pas suffisamment d'étudiants. En fait, tu es toute seule à travailler. Enfin, je veux dire, tu es tout seul à trouver des binômes. Ah, s'il y avait une personne en plus, on ferait le double de travail, Ouais, on s'équilibrerait pour les réunions de 18h, on irait toquer aux portes plus facilement, enfin voilà. Donc j'ai fait appel à Bourges bénévole, voilà. 3 personnes en une année, absolument efficace, mais c'est ponctuel, c'est vraiment ponctuel. Si je les rappelle à l'avance, non, il faut vraiment que je les appelle une semaine avant, enfin voilà. Donc moi il faudrait vraiment, j'arrive à trouver, je pense que c'est une erreur de démarrer ce genre d'association tout seul, et qu'il faudrait, enfin il y en a plusieurs qui l'ont démarré à 2, et c'est... Voilà. Et du coup, sans progression, vous êtes quand même sous forme associative? Vous avez réussi à faire un bureau? Alors, il faut être 2. Ouais. Qui je suis allée chercher, à votre avis? Votre mari. Voilà. Non, mais voilà. Donc là, au niveau démocratique, on est moyen. Mais c'est ce que je dis. Ah non, mais moi j'attends qu'une chose, c'est que quelqu'un devienne président. J'ai aucun problème. Ah, et puis c'est beaucoup mieux. Je pense que c'est une association qui pourra s'associer aux faiseurs de bons pasteurs. Oui, alors s'il existe et si nous avons le contrat. Nous, on est ouvert à plein de projets intergénérationnels, dans l'habitat surtout. Des immeubles intergénérationnels, on peut travailler ensemble, de l'habitat, des jeunes que l'on pourrait mettre dans des maisons de retraite, et ça commence à se faire à Bordeaux, qui ont des petits studios, il y en a beaucoup, là, parce que Bordeaux c'est une ville un peu tendue, et qui les week-ends prennent le relais des animateurs. Donc, voilà, ça, on a ça comme projet qui peut se développer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, être ensemble avec d'autres structures pour créer de l'intergénérationnel dans l'habitat, nous, on est tout à fait partants, parce qu'on a quand même une petite expérience. Voilà.